Concentre-toi. T'es pas concentré. Reprends. Paul Valéry ou Reprends. Paul Valéry ou la défaite d'un super-héros du verre. Ok. C'est curieux. Il s'agit d'un article publié par quelqu'un que je ne connais pas, Fabrice Pliskin ou Pliskin, apparemment quelqu'un qui connaît bien Valéry et qui l'aime beaucoup, mais j'ai l'impression, vu l'exploration qu'il fait, même l'exploitation qu'il fait d'une façon démesurée, d'une anecdote que raconte Paul Valéry, j'ai l'impression qu'il s'excuse de tant l'aimer. Parce qu'il fait des allusions à Marcel Gottlieb, très génial dessinateur, bande dessinée. Je crois qu'il était scénariste, c'est un ami de Goscinny. Oui. Je crois qu'il a fait lui-même les scénarios de ces histoires, pas qu'avec Goscinny. Il parle aussi de la kryptonite, vous savez, cet élément qui fait perdre son pouvoir à Superman. Et voilà Paul Valéry changé en Superman, et même en Super Dupont. Alors que Super Dupont, c'est plutôt un héros, la caricature d'un héros nationaliste que fait Marcel Gottlieb. Mais enfin bref. C'est kitsch tout ça. Et ben, voilà ce que fait ce Fabrice Pliskin Et moqueur. d'une anecdote que raconte Valéry. Il la situe à l'époque, Valéry situe cette anecdote à l'époque où il travaille sur la cantate du Narcisse. Vous savez, c'est ce texte, je l'ai mis en scène, c'est ce texte écrit en grande partie en alexandrin qui devait servir de texte, de livret à je crois qu'il appelle ça un mélodrame, je ne sais plus, enfin en tout cas à l'œuvre de Germaine Taillefer destinée au théâtre musical. Il faut imaginer Paul Valéry en super-héros du verre. Non, j'ai besoin d'un peu de vitamine. Eh. Des biscuits. Ah, on attend, nous. Son super pouvoir, la volonté de parfaire, car en matière de littérature, l'auteur de La Jeune Parc aime la perfection. Il en convient, rien de moins moderne. Petite pique, tout à fait juste. Cette perfection, où Paul Valéry la trouve-t-il? Pas dans le roman, genre qui n'est pas son genre, et que son esprit méprise pour son absence de forme et de contrainte. Sa liberté sans gloire et sans péril, son arbitraire boulimique, son débraillé illimité, son laisser-aller architectural, Wow. sans gêne. Comprenez, son allergie à ces gênes exquises et autres chaînes prosodiques auxquelles un poète doit, selon Valéry, consentir pour se sacrifier et accéder au parfait. Belle écriture. Là, Fabrice Pliskin parle d'une opposition de Valéry au roman, bien sûr, mais on peut le dire, à ce qui se faisait de poésie en son temps, ce qui se faisait essentiellement à cette époque où les surréalistes avaient pris un peu le pouvoir. Justement, Fabrice cite André Breton. Au fait, savez-vous que Breton, Soupeau, Éluard, Aragon, les jeunes fers de lance du surréalisme, à 18 ans, étaient complètement en admiration devant Paul Valéry. Oui. Ils allaient chez lui, rue de Villejuste, ils lui demandaient conseil, et Valéry était heureux, c'était un vieux, il avait 45 ans, de répondre à ces jeunes gens pleins d'enthousiasme. Eh oui, c'est vrai. Sur ce qu'il ressentait de la poésie, sur son rôle, son pouvoir. Exact. Voilà. Donc, c'est André Breton qui est cité. Paul Valéry, naguère, à propos des romans, m'assurait qu'en ce qui le concerne, il se refuserait toujours à écrire « La marquise sortit à 5 heures ». Breton cite ça dans une page du Manifeste du surréalisme. La marquise sortit à 5 heures. Comme si, pour Valéry, le roman était une aristocrate désœuvrée, cocaïnée, sans autre contrainte que les horaires de son dealer et de ses divertissements. En fait, tout au long de cet article, ce Fabrice va faire des allusions un peu quasiment 2023. On replace Valéry aujourd'hui. Une critique vraiment filtrée par une espèce de vision, je ne sais pas comment. Kitsch, non? C'est assez surprenant cet article en tout cas. Post-kitsch, néo-kitsch. Le poème est au roman ce que le son est au bruit. Souriante. La perfection, Valéry la trouve non dans la prose,
mais dans les dansantes contraintes, les chantantes entraves d'une poésie épurée, rimes, métriques, etc. Et encore pas toujours. Le vers de La Fontaine va de la plus belle musique à la plus informe des proses. Oh, Oui, je vois à quoi Valérie fait allusion. bah, pas aux élégies pour Climène, c'est sûr. Voici son credo. Ce qu'il me semble que je puisse changer à peu de frais dans un ouvrage est l'ennemi de mon plaisir. Ce qui me semble que je peux changer à peu de frais dans un ouvrage est l'ennemi de mon plaisir, c'est-à-dire ennemi de l'ouvrage. Pour lui, le texte imparfait, c'est le texte informe, modifiable, pauvrement provisoire. Je suis très sensible à la possibilité de changer, qui me sollicite et me fait annuler ce qui me fait soupçonner que je puis le changer. Quand il lit un poème qu'il juge défectueux, Valérie le change, ou, pour le dire dans une langue non valérienne, il le Pimp, comme on pimp, une Chevy Cavalier, une Oldsmobile Cutlass, ou une Pontiac Sunbird. On l'aura compris, Valérie, dans le nom duquel se cache une lyre, est tout à la volupté de parfaire. Alors, Pour ce qui est de pimper, petit coup d'œil, j'ai ici un frigo Toute la ville Radiola. donne le lave, toute la ville la radiola. Radiola, vraiment, hein, je vous montrerai. Et puis j'ai ici une radio, alors là c'est vraiment... La 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 la, qui vit Quand vous l'allumez, vous entendez... Les Cunis ont dansé la java. Enfin, en 1943, la quasi. Bon, qui vit radio, dit radiola. alors, et pour lui, le poème existe dans cet acte de perfectionnement et d'élaboration plus encore que dans l'œuvre qu'il engendre. Le poème existe dans cet acte de perfectionnement et d'élaboration plus encore que dans l'œuvre qu'il engendre. Valérie, faire et en faisant se faire. L'acte de composer plus, plus fécond que l'œuvre même. C'est le poète qui se fait lui-même et qui se donne la possibilité de continuer à parfaire, à progresser. Le fait de pouvoir œuvrer plus fort que l'œuvre. Étrange auteur, aux vers donnés par une inspiration hasardeuse, inégale et trop humaine, il préfère les vers faits, calculés, ceux qui se présentent nécessairement sous forme de problèmes à résoudre. Ça, c'est extraordinaire. La définition de l'acte de l'œuvre, de l'effort artistique par Stravinsky, j'ai un problème à résoudre. oui, Voilà. même famille esthétique alors. C'est le moment de citer cette note du poète Valérie, note qui ressemble à une liste de courses chez Franprix. Découvrez la livraison express Franprix. Ça, c'est ce Fabrice, il est drôle. Ou à un avis de recherche pour chat perdu. Le poète cherche un mot qui soit féminin, de 2 syllabes, contenant P ou F, terminé par une muette, et synonyme de brisure, désagrégation, et pas savant, pas rare. Je connaissais ces conditions un peu anecdotiques. Le poète cherche un mot qui, ceci, cela. Je connaissais, évidemment, on peut trouver la réponse. D'abord, ce que je crois, c'est ma modeste expérience, cette recherche n'est pas aussi consciente qu'elle est déterminée ici précisément, féminin, 2 syllabes, contenant P ou F, terminé par une muette. Non. Mais par contre, c'est instinctivement, quand on est tellement habitué au vers qu'on ne s'occupe pas de ce détail, le P et le F seront à l'intérieur, et même les couleurs des voyelles. Le fait que ce soit une muette, c'est tellement évident, la rime féminine. Bon. C'est-à-dire que ce mot, on n'en verbalise pas successivement les caractéristiques, on les synthétise. La recherche en est intuitive. Un mot qui soit féminin, 2 syllabes, P, qui contiennent P ou F, terminé par une muette, synonyme de brisure, désagrégation, fracture, rupture, et immédiatement me viennent à l'esprit les vers des Grenades. Cette lumineuse rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. Étrange lecteur, quand il lit un texte, Valérie ne laisse rien en l'état. Dans sa tête,
Il déménage tous les mots, repeint toutes les phrases, retape tous les rythmes, refait toute la plomberie, toute la déco, travaille au noir, se lance dans de grands travaux herculéens, s'abandonne à l'extase des substitutions indéfiniment essayées. Mais ça, c'est à la fois la difficulté et la jouissance de la composition. Quand on bute sur quelque chose à faire, qu'on me pardonne de citer mon expérience, dans l'Adonis, je reviens trop souvent, je sais bien, mais je reviens quand même, il y avait un alexandrin que je n'ai pas pu poursuivre. Il m'était impossible de continuer. L'alexandrin suivant m'a demandé 6 mois, j'en suis pas fier, 6 mois pour trouver l'enchaînement. Attention, évidemment, je ne suis pas resté 6 mois à me dire qu'est-ce que je vais faire. Les substitutions se proposaient et ce qui naissait de cet obstacle invincible allait me servir pour être placé par la suite ou avant dans un poème qui fait 1200 alexandrins. Mais pas moyen de continuer. Si je cherche, bon, je dirai dans une autre vidéo l'endroit précis, ça me reviendra, où j'ai vraiment galéré pour trouver la suite. Devant un vers spontané, désordonné, inaccompli, inachevé, le mauvais infini de l'inachèvement communique à son esprit l'impérieux besoin de corriger. Transformé, gendarmé, épuisé, épuré, toiletté, peigné, épousseté. Je me demande si Fabrice n'utilise pas le dictionnaire des synonymes ou l'analogie. Oui, mais avance, avance. Ça, c'est assez brillant, son article. Allez, À ce crime, la négligence, il inflige un repentir méthodique. C'est un peu le langage des peintres. Parlons par anachronisme. Il fait que ça, ce Fabrice. allez, Face au texte imparfait d'autrui, Paul Valéry se transforme en logiciel de traitement de texte, en machine à couper, coller, sectionner, déplacer, remplacer, supprimer, rythmer, rimer, assonner, allitérer. Car le poète doit cultiver et multiplier tout ce qui sépare le vers de la prose. Face au texte, bon, je finis mon biscuit. Face au texte, mais je arrête, suis méchant. lis, Vous en voulez? lis la suite. Ah, merci. Merci, mais allez, continue. Face au texte imparfait d'autrui, Paul Valéry se transforme en rewriter compulsif. Pour ne pas dire en un terminator. Incapable de ne pas terminer ce qu'il tient pour une ébauche. Résumons. Paul Valéry est le Superman du vers. Un super-héros du possible qui a la faculté de parfaire, de Pimper. pimper, mais pimper. Moi j'aime bien le 1, IM. C'est pas si fréquent. Les poèmes boiteux, vicieux, mal foutus. S'il se promenait sur les sites de poésie internet, le pauvre, il deviendrait fou. Chut, C'est lamentable. C'est vraiment tais-toi. au-dessous du dessous du dessous de Mais arrête, l'orthographe. On n'est pas censé maîtriser l'orthographe, les règles. Personne n'en a la moindre idée. t'as fini, oui. Et en fait, ce que dit Oscar Peterson est vrai. Mieux c'est, moins les gens aiment. On peut dire à l'envers, plus c'est nul, plus les gens like. Ça suffit. Et voilà l'histoire, l'anecdote de Valéry. Là, il est intitulé Ouais. Phèdre résistant. C'est parti. Cette histoire, pour ceux qui connaissent Valéry, c'est dans cette page de variété, elle est assez connue. Lis. Mais ce Fabrice en fait quelque chose, je le redis encore une fois, il en exagère les faits, il en exagère l'héroïsme, mais c'est quand même amusant. Lis sans commenter. Dans une page de variété, Valéry raconte l'étrange épisode qui a détruit ses super pouvoirs poétiques, le jour où il est tombé par hasard dans la rue sur un fatal fragment de kryptonite. On le sait, la kryptonite, c'est la faiblesse, le talon d'Achille de Superman. Pour l'affaiblir, lui faire perdre ses pouvoirs, le tuer, ses ennemis, les super-vilains, conspirent sans cesse à l'exposer aux rayons de ce matériau radioactif originaire de Krypton, sa planète natale.
La kryptonite de Paul Valéry, c'est la perfection des vers de Jean Racine. Bon, au lieu de dire des méchancetés sur ceux qui écrivent, rimeurs ou non, ceux qui publient aujourd'hui sur le net, tu devrais déjà dire comment Valéry en est arrivé à éprouver la grande qualité du travail de Racine. Ça ne date pas de la cantate du Narcisse, c'était 20 ans avant, quand il peinait sur la Jeune Parc, et aussi quand il a dû faire lire, quand il a dû faire étudier à sa fille, très jeune fille adolescente, au collège, Agathe, quand il a dû lui faire réciter Racine. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait une leçon qui était un petit peu oubliée depuis le temps où on ne jouerait plus que par Rimbaud, quoi. Toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans la composition de ces alexandrins à lui, il voyait avec quelle grâce, quel art, quel métier, quelle âme Racine les avait surmontés dans les siens. Comment veux-tu que des gens qui n'ont gardé des études secondaires que Baudelaire et Rimbaud puissent avoir conscience de ce que, je reprends les mots de Fabrice Plisquin, de ces chantantes contraintes raciniennes, de ces dansantes entraves, les qualités d'une poésie épurée. Et là, partager la sensibilité de Valéry, qui dit « Ce qu'il me semble que je puisse changer à peu de frais dans un ouvrage est l'ennemi de mon plaisir, c'est-à-dire ennemi de l'ouvrage. » Et justement, la poésie de Racine s'oppose à l'informe, au modifiable, au tristement provisoire. Est-ce que c'est vraiment simplifié que de sentir que l'expérience personnelle, radicale, profonde de l'art de Racine échappe aux derniers 150 ans de doxa poétique? Chut. Tenez, voici ce qu'écrivait il y a 150 ans 160. un très jeune, tout jeune Stéphane Mallarmé. J'aimais le sucre d'orge et les vers de Racine, le plus fade des deux, devine si tu peux. Eh oui, c'est pas gentil. L'ennui de l'enseignement officiel, de sa routine, a complètement effacé la véritable marqueterie scintillante de Racine. Les couleurs extraordinaires, ce miroitement coloré qui est en permanence dans ses vers. Mais j'ai déjà fait maintes vidéos pour détailler les charmes de cet art qui en mériterait bien d'autres. Mais bon, j'aime mieux rapporter une anecdote. C'est au Conservatoire de musique de Paris, invité par Yvonne Loriot pour l'audition de ses élèves, comme auditeur bien sûr, pas en juge. Et là, je fais part à Messiaen de mon travail en cours, de mon projet Adonis, un long travail sur les Alexandrins, et j'évoque la tragédie en vers, et je lui dis « Oh, cela doit vous paraître gris, bien sûr, la tragédie en vers. » Et il acquiesce. Il fait oui, je revois bien son visage, il baisse la tête, et ce jour-là, chance, je porte un pull vert, je m'en souviens, essence de loin gris, mais pas du tout en fait. Il y a des ondes vraiment noires, mais dans les parties d'apparence grise, si on approche les yeux, on voit que tous les fils de laine, tous les microfils sont de maintes couleurs. Je revois du rouge, du bleu, du vert. Et je dis à Messiaen, mais c'est comme mon pull vert. Ah là, ça l'intéresse beaucoup. Synesthète qu'il est, il regarde de plus près. Et c'est là qu'Yvonne Loriot intervient avec un grand bonheur, qui demande à son époux, raconte-lui l'histoire de Vinci. Messiaen hésite un peu. Ah, ça y est, l'histoire lui revient. Et voilà, on raconte que Vinci demande à ses élèves « Rapportez-moi du blanc. Allez dans le jardin cueillir du blanc et rapportez-moi tout ce que vous pouvez de blanc. » Alors les élèves ramènent, je ne sais pas moi, du lilas blanc, des lys, des chrysanthèmes, enfin toutes fleurs blanches. Et tout heureux de rapporter leur bouquet au maître, ils se font engueuler. Mais pas du tout, il fallait rapporter, je ne sais pas moi, des bleuets, des coquelicots, des boutons d'or, puisque le blanc est la somme de toutes les couleurs. Voilà, la musique de Messiaen est merveilleusement colorée, et la tragédie aussi, celle de Racine, celle de Corneille,
les vers de Malherbe, La Fontaine et Valéry. Et la couleur de la kryptonite alors? Retour à l'article. La kryptonite de Paul Valéry, c'est la perfection des vers de Jean Racine. La scène se passe à Paris, sur le quai Conti. L'écrivain y détaille, au terme d'une extraordinaire battle littéraire, sa plus grande défaite d'écrivain. Écoutez bien. Il y a peu d'années, j'ai composé le livret d'une cantate et j'ai dû faire assez vite en alexandrin et l'ai dû faire assez vite en alexandrin. J'ai laissé ce travail un jour pour me rendre à l'académie. Et la tête encore occupée du mouvement d'une période, me suis trouvé distraitement arrêté devant une vitrine du quai où était exposée une belle page de vers, en grand format et beau caractère. Il se fit alors un singulier échange entre moi-même et ce morceau d'une noble architecture. J'eus l'impression d'être encore devant mon ébauche, et je me mis inconsciemment, pendant une longue fraction de minute, à essayer sur le texte affiché des changements de termes. J'étais comme un sculpteur qui mettait ses mains sur un marbre, rêvant qu'il remaniât une terre encore humide et molle. Sur un marbre, rêvant qu'il remaniât une terre humide et molle. Et le marbre, il va s'en apercevoir. Mais le texte ne se laissait pas saisir. Phèdre, car il s'agit de Phèdre, me résistait. Je connus par expérience directe et sensation immédiate ce que c'est que la perfection d'un ouvrage. Ce ne fut pas un bon réveil. Oui, là c'est l'auteur de l'article, il se fait alors un singulier échange entre Paul et Jean. Est-ce parce qu'il est moustachu comme Super Dupont que vient faire la Gottlieb? Tout génial qu'il est. On imagine devant ces vers parfaits qui résistent à son pouvoir de parfaire, Paul Valéry dessiné par Gottlieb, le torse nu et musculeux, les épaules colossales, avec de la fumée qui lui sort par les oreilles et les naseaux. On se figure la sueur, les tempes turgescentes, l'impuissance étonnée, la moustache offensée du super-héros devant plus super que lui. Chaque manœuvre qu'il tente pour bouger le texte est un échec. Cependant, Super Valéry ne se rend pas, n'abandonne pas. Oui, pendant une longue fraction de minute qui lui dure 10 siècles, il s'obstine, il s'acharne à vouloir modifier la super syntaxe, les super césures, les super catachrèses de Racine. Il essaie des changements de termes. Alors là, monsieur Fabrice, je ne peux que m'incliner respectueusement devant votre connaissance de la technique de Racine. Là, j'allais dire, là, j'hésite entre deux mots. Qu'est-ce que je vais dire? Vous m'éblouissez ou vous me faites plaisir? Bon, je ne choisis pas. Enfin, il a beau rassembler toutes ses forces poétiques, se concentrer, se contracter, se crisper, grimacer, serrer les dents, il n'y a rien à changer. Oh, peu cher, oh, c'est pas possible, délire. Au-delà du possible, chaque terme est un terme. Joli. Chaque terme est un terme, un aboutissement. Chaque mot, chaque son semble vissé dans son hémistiche depuis 100 000 ans, imbougeable, indéboulonnable, monumental, pyramidal, nécessaire, presque originel. Je disais que c'était vraiment une exploitation, une extrapolation vraiment abusive, mais pourquoi pas? Pourquoi pas cette espèce d'emphase? Quand on connaît vraiment la technique de la poésie la plus, ce que Valéry appelait poésie pure, autre chose que des conneries, cette espèce d'éloge dithyrambique n'est pas du tout exagéré. C'est un travail vraiment très patient, très dur, on n'imagine pas. Là, je vois, j'en parle très souvent, André Seytoun, avec ses élèves, tous ceux qu'il a coachés, vous n'imaginez pas la dureté d'un tel sport. D'autres sports sont très difficiles. Mais il y a un sport poétique.
Valéry d'ailleurs a toujours fait une grande admiration, se définissait lui-même comme poète sportif. C'est vraiment entrer physiquement en contact de ce que peut apprendre la technique du vers dit classique, toujours à renouveler bien sûr, puisque la poésie classique reste à faire et à faire bien plus que classique. Bon courage les amis, si vous n'êtes pas trop feignants. Et voilà que Paul Valéry fait l'expérience douloureusement réelle de cet idéal qu'il appelle la poésie pure. Ben, je viens de le dire. Ah oui, mais tu l'avais écrit avant que je le dise. Mais j'en ai parlé longtemps avant que tu écrives cet article. Et Valéry et l'abbé Brémond en parlaient longtemps avant nous. Sa terreur est visible. Ah, c'est abusé, mais c'est rigolo. Les cheveux et la moustache en désordre. Hirsute, enragé, écumant, il se tient debout devant cette vitrine du quai Conti, au bord de la Seine. Rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux? Il aussi de Phèdre. Lui dit une voix intérieure, celle d'Énone, la nourrice de Phèdre. Le nœud papillon de travers. Il relit encore une fois cette infernale page de vers où se pavane l'indissolubilité du son et du sens. Encore une fois, cette perfection blesse sa vue. À la lecture de ces caractères chtoniens, de ces inflexibles périodes, notre super-héros tremble, frissonne, transpire, transit, rougit, pâlit. La fumée sort toujours plus épaisse et plus noire de ses oreilles. On a à la fois le monstre du rivage où va mourir Hippolyte et on a à la fois Vénus tout entière attachée à sa proie. Dans son impuissance à parfaire le texte racinien, il ne se rend pas compte qu'il fume 3 cigarettes à la fois. C'est drôle. Un spasme, lui qui allumait cigarette sur cigarette et qui buvait café sur café. Un spasme agite sa paupière gauche, une nausée le saisit, puis quelque chose qui ressemble à un bug. Car malgré les efforts surhumains du grand perfectionniste, le texte ne se laisse pas saisir, comme si ce texte, Racine, l'avait lui-même saisi dans un stuc fatal, comme si chaque syllabe était un arrêt du destin, Ananké, regardez qui est cette puissante déesse, Ananké des Alexandrins, quelque chose dans ce genre. Hagard, vacillant défait, Valéry n'a plus de force à opposer à la nécessité, Ananké, à l'adversité poétique, à ce monstre de perfection qu'on appelle Racine. Tout son esprit n'est bientôt qu'une plaie, Hippolyte. Il commence à tituber, excusez sa douleur, Phèdre le harasse, le terrasse. La noble architecture de cette poésie l'écrase. Les rayons de la perfection le kryptonisent. Il ouvre un œil mourant qu'il referme aussitôt. Au terme de ce furieux combat de Pokémon, ah tiens, Mentali contre Pikachu. Un homme cultivé, ce Fabrice. Dans un dernier soupir inutile, vaincu, une bave de déréliction aux lèvres, Valéry rend les armes et donne à Racine le bon à tirer. Ici, pour exprimer son sentiment d'humiliation et d'anéantissement, trouver un mot qui soit féminin, de 2 syllabes, contenant P ou F, terminé par une muette, et synonyme de brisure, désagrégation. Dures grenades entr'ouvertes, cédant à l'excès de vos grains, je crois voir des fronts souverains éclater de leur découverte. Si les soleils par vous subis, ô grenades entrebâillées, vous ont fait d'orgueil travailler, craquer les cloisons de rubis, et que si l'or sec de l'écorce, à la demande d'une force, crève en gemmes rouges de jus, cette lumineuse rupture. Rupture fait rêver une âme que j'eus de sa secrète architecture. Pas mal quand même. Rupture, voilà.
Cette lumineuse rupture. Mon impression naïve, ça m'a demandé quand même pas mal de temps. L'impression naïve, c'est de croire que je sens ce qui a poussé Valéry à faire ce qu'il a fait. Comme dit Bergson, ce qu'a fait Valéry devait être tenté. J'ai vraiment l'impression, mais ça m'a pris 40 ans, 50 ans presque. Je ressens vraiment. Et c'est pas gai du tout, non. C'est vraiment pas drôle du tout. Voilà. C'est vrai. Valéry. C'est tellement mieux.